Alors donc bonjour, je suis Charline de Spaceblog et je vais vous poser quelques questions. Alors, pensez-vous participer aux préparations des prochaines missions vers la Lune? Alors, en tant que scientifique, oui. On a la prétention de penser que la science va se glisser dans ce grand programme lunaire qui n'est pas scientifique. La science a toujours été un peu le passager clandestin des grandes missions, les missions Apollo. Le but c'était de poser un homme. Et au passage, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux connaître le milieu, il fallait connaître la surface de la Lune. Et donc on a fait de la science. D'accord? C'était pas vraiment le moteur. Et bien là, dans cette prochaine étape, ça sera un peu la même chose. Repartir vers la Lune, renvoyer des hommes pour faire la technique, un peu de politique, et puis un petit peu de science. Donc on va essayer de se glisser. Donc en tant que scientifique et un jour dans le passé spécialiste de la Lune, maintenant j'ai dérivé sur un peu les planètes et beaucoup Mars, eh bien ouais, j'ai bien envie. Oui, c'est clair. Si vous étiez sur la Lune en tant qu'astrophysicien, quelle recherche feriez-vous en premier? Ah, bonne question. Alors si j'étais sur la Lune, tout le monde te dirait ça dépend où. J'avais un choix, j'aimerais être au pôle. Il y a très longtemps, j'ai participé à une expérience un détecteur de neutrons, c'est un truc bizarre, mais qui était sur un satellite qui s'appelait Lunar Prospector, qui en 98 a découvert de l'eau sur la Lune. Alors c'est de la glace d'eau qui est au pôle de la Lune, là où il y a des cratères qui ne voient jamais de soleil. Et alors, en faisant ces études, j'ai participé comme ça à l'eau et on ne sait rien. On la voit pas parce qu'on passe dessus, c'est un cratère où il n'y a pas de soleil, on dit il doit y avoir de l'eau avec des techniques neutrons compliquées. Donc si je devais faire de la science in situ à la surface de la Lune, j'aimerais aller au pôle pour caractériser cette eau. D'où vient-elle? Il y en a quelle quantité? Est-ce que c'est de l'eau qui vient des comètes, comme on le pense? Et puis comment elle s'est mélangée aux régolithes? Si j'allais au pôle. Mais si j'allais à l'équateur, j'aimerais bien étudier des tubes de lave, j'aimerais bien écouter des explosions pyroclastiques, plutôt de type volcanique. Voilà, en fait, la réponse à ta question, selon l'endroit où on va sur la Lune, on fera une science un peu différente. En ce moment, les Chang'e 4 est côté face cachée, en bordure d'un cratère d'excavation qu'on appelle SPA, South Pole Aitken Basin. Et donc il y a eu un impact tellement fort, c'est le plus gros impact dans le système solaire, qu'il a arraché tout le sud, quasiment un hémisphère de la Lune, et faisant probablement apparaître le manteau. Et donc si je pouvais aller de ce côté-là, eh ben, j'étudierais là plutôt le manteau, la structure interne de la Lune et comment elle s'est refroidie. D'accord. Quel regard portez-vous sur les sociétés privées telles que SpaceX? Ah, SpaceX. SpaceX, c'est une bonne question parce que c'est un peu un ovni dans le système qui force l'admiration. On est tous très admiratifs et un petit peu de jalousie. Parce que les gens comme moi, les vieux, pour toi, ils se sont surtout intégrés un schéma très organisé par les agences spatiales. Le CNES en France, la NASA aux États-Unis, l'ISRO en Inde, etc., la JAXA au Japon. Et donc c'est quelque chose où l'argent vient du bon Dieu, c'est-à-dire des gouvernements, et puis ça dégouline. Et puis on va essayer de construire un système, même si la science, c'est un bottom-up, c'est-à-dire que la science vient des idées scientifiques, on va en faire des missions. Alors SpaceX bouscule un peu tout ça. On est très admiratif parce qu'il fait des choses extraordinaires avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de nouveautés, d'originalité. On est un petit peu jaloux parce qu'il a un mode de fonctionnement qui nous arrange pas trop. C'est-à-dire que globalement, je te le fais très rapidement, il a une fusée qui coûte 100 millions. Donc quand les Européens lui disent ça coûte combien, ils disent 80. Donc on la trouve pas chère, donc on l'utilise beaucoup. Et puis quand c'est les Américains qui l'utilisent, ils disent ça coûte 120 parce qu'il faut quand même que je me rattrape de ce que j'ai perdu chez les Européens. Et donc c'est une fusée qu'on appelle, qui est aidée par le gouvernement américain. Donc il y a un schéma politique qu'on n'aime pas beaucoup en Europe, on est jaloux, parce qu'il essaie de nous piquer des parts de marché en nous faisant des fusées moins chères. Donc c'est clairement une entreprise brillante, pilotée quand même par la NASA. La NASA regarde un peu, c'est la NASA qui donne la majorité de ses contrats. Et tu sais, quand quelque chose comme la NASA, ou bien comme le CNES, ou bien l'ESA en Europe, a existé depuis 50 ans, s'est construit, s'est trompé, a fait des chemins, etc., ça devient quelque chose qui s'étale un petit peu. Et puis à côté, tu as un petit qui revient, qui crée. Alors il n'a pas créé les fusées. Même la fusée qui se repose, c'est pas lui qui l'a inventée. Mais il a pris des ingénieurs de la NASA qui sont allés chez lui et il a vu une structure toute neuve, une structure très agile. Et donc il met un coup de pied dans la fourmilière, il fait énormément de bien. Il a un modèle économique qui triche un petit peu, mais bon, on vit avec. Donc brillant, le garçon, brillant. Après, jusqu'où ça va aller, ces fusées, c'est des belles réussites. Emmener un homme dans l'espace, bon,
on va voir que c'est un peu compliqué quand même avec sa capsule Dragon, mais j'espère que ça va marcher. En tout cas, j'espère qu'il fait vraiment du bien. C'est un type qui fait du bien au système. Et vous êtes plutôt pied sur terre ou tête dans les étoiles? Et pourquoi? Tête dans les étoiles. J'habite sur Terre et on habite tous sur Terre. Alors il faut tu es le résultat de 3 millions d'années à peu près d'évolution depuis un ancêtre assez lointain et puis probablement de 3 milliards depuis une petite bactérie grande comme ça dans un océan. Et donc on est tous pieds sur Terre parce qu'on est tous le résultat de cette évolution. C'est très important. On est des enfants de la Terre. Ton œil voit dans un spectre de lumière qu'on appelle le spectre visible. C'est ce qui passe à travers les nuages. Tu vois pas une lumière qu'on voit pas. D'accord? Tu es adapté, c'est normal, hein, l'évolution ça fait bien les choses. Donc je suis pied sur la Terre et malheureusement inscrit pour y rester et on ne deviendra jamais des êtres spatiaux, on peut trouver des exosquelettes, tout ce que tu veux pour aller un peu mieux. Et j'ai la tête dans les étoiles parce que c'est mon métier. Mes étoiles à moi, c'est celles qu'on confond avec des étoiles mais sont des planètes. Donc j'ai beaucoup la tête sur Mars en ce moment, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Dans le passé, beaucoup sur la Lune. Sur Saturne, j'ai beaucoup aimé Mercure. Voilà, je pense que j'ai la tête ailleurs, oui, c'est très clair. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à